Du coup, je me suis dit, mais ça, c'est un truc, j'aurais aimé le savoir à ma sortie de l'école, ou quand je me suis lancée en tout cas dans l'illustration. Et donc, j'ai commencé à créer des contenus sur les devis, sur les tarifs, sur la négociation, etc. Après, c'est parti de façon plus large dans l'entrepreneuriat créatif, mais à la base c'était ça quoi. Et c'est ça qui a commencé à créer un peu un effet boule de neige. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 100e épisode incroyable. De me dire que je suis déjà arrivée à 100 épisodes sur ce podcast. Sans contenu, c'est quand même pas rien. J'ai l'impression que j'ai commencé hier, mais non, ça fait déjà 3 ans. J'ai pas toujours été régulière, mais bref, on est arrivé à 100 et j'avais vraiment envie de faire un épisode un petit peu spécial. Donc si vous le savez pas que vous êtes en train d'écouter cet épisode sur le podcast, sachez qu'il est également sur YouTube puisque je l'enregistre en même temps en vidéo et que j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus spontané. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu les notes, je vais le garder, ça va rester dans le son et dans la vidéo puisque aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent pour marquer le coup. Donc cette intro, ça va être un petit peu, quelque chose un peu à cœur ouvert, j'ai envie de vous dire, un petit peu comme je faisais dans mes vlogs où je vais vous expliquer un petit peu mon histoire en fait avec la création de contenu, puisque finalement même si je me définis pas comme créatrice de contenu, je crée du contenu quasiment depuis le début de mon activité et je pense que ça m'a ouvert des portes quand même, on va pas se mentir, et du coup je vais vous parler un petit peu de ça, de mon histoire avec la création de contenu, ce que ça a pu m'apporter, pourquoi j'en crée, etc. Donc ça va être pour la première partie de cet épisode. Ensuite je vais vous partager quelques extraits des meilleurs épisodes du podcast et des épisodes que vous avez préférés, et pour finir je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées il y a quelques temps. Je vous avais demandé si vous avez des questions justement pour cet épisode, donc je vais aussi répondre à quelques-unes de vos questions en espérant que cet épisode vous apporte quand même de la valeur. Donc c'est parti. Alors déjà, mon histoire avec ce podcast, pour commencer à en parler, il faudrait remonter vraiment au début de mon activité, parce qu'en vrai, comme je vous le disais, même si j'ai pas l'impression d'être une créatrice de contenu, en vrai, je crée beaucoup de contenu. D'ailleurs, en préparant le contenu de ma masterclass, du coup, j'ai un petit peu comptabilisé le nombre de contenus que j'avais pu créer à destination des artistes, des illustrateurs, des contenus de conseils en fait. Et j'en suis à plus de 500 entre les articles de blog, le podcast, ma newsletter, les lignes magnets. Je suis à plus je crois que c'était à 554, un truc comme ça. Donc oui, je suis un peu quand même une créatrice de contenu. On peut le dire, Léna ? Stop. Mais bref, les prémices de ma création de contenu, c'est mon blog en fait. J'ai commencé avec un blog et à l'époque, c'était en 2008, j'étais sur Blogspot. Donc Blogspot, si vous connaissez pas, c'était un petit peu the place to be quand on voulait gagner en visibilité à l'époque. Et tous les illustrateurs à cette époque, en 2008, avaient un Blogspot. Donc c'était avant les réseaux sociaux, avant Facebook même, avant tout ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on partageait, qu'est-ce que je partageais moi dans mes articles de blog ? À peu près la même chose que tous les illustrateurs partagent aujourd'hui sur Instagram, mais de façon plus avec plus de détails, on va dire, c'est-à-dire des preuves sociales, des projets que j'ai pu avoir, les coulisses de mon travail, les différents événements auxquels j'ai pu participer, comme des expos, des choses comme ça. Et aussi, ce qui était drôle, c'est qu'on avait souvent, les illustrateurs, on avait tous une barre latérale sur notre blog avec tous les liens des petits copains. Petit coucou à Lennon. Pour pouvoir un peu se rendre plus visibles les uns les autres. C'était assez sympa. D'ailleurs, c'est vrai j'ai l'impression qu'il y avait moins de monde et que on pouvait pas se connaître, mais moi je sais que j'avais pas mal échangé avec d'autres illustrateurs à l'époque, chose que je fais beaucoup moins maintenant. Puisque il y a tellement de monde, ou je sais pas, enfin ça a changé quoi. Toujours est-il que ça c'était les prémices de mon blog, et du coup je créais déjà du contenu à cette époque-là, mais bon, de façon de temps en temps quand j'avais quelque chose, un événement à partager ou autre. Et ensuite en 2016 je suis passée sur WordPress, et du coup là j'ai eu un beau site avec un beau blog, et ça m'a donné envie de bloguer. Et en même temps je me suis dit attends, le but quand même c'est de créer du contenu, c'est quand même de gagner en visibilité. Donc qu'est-ce que je pourrais créer comme contenu qui pourrait me permettre de buzzer entre guillemets et de gagner en visibilité. Et du coup, comme on me posait beaucoup de questions sur mon métier et que beaucoup d'illustrateurs me demandaient des tips déjà, du coup je me suis dit bon, je vais créer du contenu pour les illustrateurs, et j'ai réfléchi en fait à un contenu qui n'aurait pas encore été exploité et qui vraiment pourrait faire le buzz entre guillemets, ou en tout cas pourrait vraiment
être hyper intéressant et être du contenu que moi j'aurais aimé trouver quand je me suis lancée. Et en l'occurrence, tout ce qui était devis d'illustration, moi c'est quelque chose que j'avais appris avec mon agent, à savoir comment se faisait un devis, comment on le structurait, etc. Et du coup je me suis dit mais ça c'est un truc, j'aurais aimé le savoir à ma sortie de l'école, ou quand je me suis lancée en tout cas dans l'illustration. Et donc j'ai commencé à créer des contenus sur les devis, sur les tarifs, sur la négociation, etc. Après c'est parti de façon plus large dans l'entrepreneuriat créatif, mais à la base c'était ça quoi. Et c'est ça qui a commencé à créer un peu un effet boule de neige qui m'a permis ensuite de me dire tiens, il y a un truc à faire, donc pourquoi pas tirer profit de ça. Et donc j'ai commencé à créer du contenu payant, à savoir un premier ebook au début qui s'appelait Illustration mode d'emploi, et qui est un peu le bébé avant de créer ma formation illustration d'atelier. Si vous regardez un petit peu, j'ai pas toujours été inspirée pour mes produits, on va dire, mais il y a quand même une cohérence, vous voyez, il y a eu illustration mode d'emploi, illustration l'atelier et illustration le podcast, vous voyez. Donc c'est pas très inspiré, mais au moins il y a une cohérence dans tout ça. Donc pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que créer du contenu, c'est de manière générale, quand on crée du contenu, c'est important d'avoir un objectif derrière. Donc l'objectif, ça peut être soit d'être plus visible, soit d'augmenter l'engagement avec son audience, soit de créer une espèce de communauté autour de votre travail, mais en tout cas c'est important d'avoir quand même un minimum d'objectifs quand on crée du contenu parce que ça prend du temps déjà. Et moi comme aujourd'hui j'ai 2 sources de revenus, donc 2 programmes liés aux artistes, etc., qui sont des programmes de conseil, un pour l'illustration et un autre pour les artistes de manière générale, c'est vrai que ce podcast en fait il est complètement aligné avec l'objectif de trouver des clients pour ces programmes-là. Donc en fait c'est beaucoup de travail de créer du contenu. Et c'est surtout beaucoup de travail de créer du contenu de manière régulière, puisqu'à un moment donné, sur mon blog, avant d'avoir le podcast, j'ai décidé en fait d'être plus assidue, de créer un rendez-vous pour créer une habitude en fait, faire en sorte que ça soit vraiment comme un rendez-vous, que tous les lundis, je crois que c'était tous les lundis à l'époque que je sortais un nouvel article, que tous les lundis matins, il y ait un nouvel article à lire pour mes abonnés. Et ensuite, je le partageais sur la news hebdo. Je faisais ça donc toutes les semaines. Et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, j'ai passé au podcast. J'avais essayé la vidéo entre-temps, mais en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais pas forcément envie de partager du contenu vidéo éducatif. Je me suis dit que si je partage de la vidéo, je préférais que ça soit de la vidéo, de la belle vidéo, enfin, dans la mesure du possible, c'est-à-dire des vlogs, des choses comme ça, des vidéos où je partage un peu les coulisses de mon travail, mais côté artiste, et du coup garder le podcast qui est pas visuel pour le coup, pour un contenu plus éducatif. Donc j'ai fait ce choix-là. Après j'ai gardé les interviews pour ma chaîne YouTube aussi parce que c'est visuel et que c'est plus sympa de voir ça en vidéo aussi. Mais sinon, du coup ma chaîne YouTube est essentiellement pour mes vlogs, pour ma boutique. Avec un objectif de toucher la clientèle de ma boutique. Et mon podcast, c'est vraiment pour toucher une éventuelle cible pour mes programmes. Et de manière générale, développer une communauté autour de ça, quoi. Créer du contenu, on va pas se mentir, c'est quelque chose de très solo, que ça soit des articles de blog, des épisodes de podcast ou même des vidéos, on crée tout seul dans son coin au départ. Et parfois, il peut se passer des semaines avant que notre audience écoute ou découvre notre contenu. Mais c'est quand même quelque chose de solo et c'est difficile de se rendre compte que derrière il y a vraiment des gens qui vont voir ou consommer vos contenus et moi j'ai encore du mal à capter tout ça, mais si je dois faire le résumé de ces 100 épisodes, parce que ça me permet aussi de faire un petit peu un bilan, il n'y a pas eu que mon podcast, mais quand même la création de contenu de manière générale m'a quand même permis, si vous voulez, d'atteindre des objectifs, de construire quand même mon activité, en tout cas de rajouter des briques à mon activité, puisqu'à la base j'avais déjà la brique illustratrice commerciale, et puis maintenant j'ai la brique formatrice, et j'ai aussi la brique un peu boutique en ligne, etc. Et c'est vrai que sans création de contenu, ça n'a pas été possible tout ça, puisque encore une fois, en faisant le bilan, je me rends compte que je crée du contenu depuis toujours en fait. Et il y a pas si longtemps que ça, j'ai été contactée ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'ai été contactée par plusieurs clients pour faire de l'illustration commerciale, alors que c'était quelque chose que j'avais mis un peu entre parenthèses depuis quelques temps.
Et là, ces derniers temps, je sais pas, ça revient à fond, je sais pas pourquoi. Peut-être, je sais pas, peut-être que c'était l'après-Covid, ça y est, ça redécolle à fond, je sais pas, mais bref. Du coup, j'ai le réflexe de leur demander comment ils m'ont connu, évidemment, puisque je ne prospecte plus, je n'alimente plus mon portfolio depuis des années, je ne crée plus tant que ça d'illustrations. Et en fait, pour la plupart, c'est des personnes qui me suivent depuis un petit moment. Il y a même une cliente qui m'a dit, en fait, je te suis, j'écoute ton podcast depuis longtemps, etc. Voilà. Donc, autant vous dire que j'étais très étonnée, puisque moi, mon podcast, comme je vous dis, les épisodes que j'enregistre, je les enregistre pour les artistes, pour les illustrateurs. En tout cas, c'est à vous que je pense quand j'enregistre ces épisodes. Mais c'est comme quand on crée une offre, quand on se positionne sur une niche ou autre, on est censé toucher cette cible-là. Et puis on sait pas pourquoi, mais il y en a d'autres qui vont se sentir concernés, ou en tout cas, ça va rebondir, et puis il y a d'autres personnes qui vont être touchées, auxquelles vous vous attendez pas, et ça fait ricocher, donc c'est drôle en fait quand ça arrive, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive aussi dans ma formation qui est destinée aux illustrateurs, quand même. Et parfois, il y en a qui disent, en fait, moi, tes conseils, je suis pas illustratrice, mais je les applique pour un autre corps de métier. Alors, j'ai conscience que c'est pas adapté, tout n'est pas adapté, mais il y a quand même une partie que, voilà, si je suis couturière ou autre, qui me concerne et qui me parle, et du coup, que je vais appliquer dans mon business. Et c'est toujours une surprise, mais ça arrive aussi. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire de manière générale. Le contenu, ça va vous aider à être plus visible auprès de votre cible. Et quand on parle de contenu, on parle pas que de créer des reels et des vidéos et des shorts, et etc., etc., etc. Créer du contenu, ça peut être plein de choses, et je pense qu'il faut créer du contenu qui vous ressemble. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte quand même que j'étais plus quelqu'un qui aimait créer des contenus longs, c'est-à-dire des articles de blog, des podcasts, ou même des vidéos genre vlog qui sont quand même assez longs à faire, etc. Et que par contre tout ce qui est vidéo pour Instagram, je crache pas dessus, mais je prends pas de plaisir à faire ça. Et c'est tellement éphémère que du coup, je sais pas si vous pouvez en retirer de la valeur, enfin bref. Mais je pense qu'on a tous un profil différents, et il y en a qui seront très à l'aise là-dedans dans le fait de faire des petites vidéos, du contenu court, d'autres plus à l'aise pour faire du contenu riche, plus long ou autre, hein. Je dis pas qu'il est plus, enfin voilà, bref, je ne fais pas de jugement de valeur, mais je pense que voilà, moi pour ma part, j'ai compris que j'étais comme ça. Je suis plus dans le contenu long, et chacun est différent pour ça, mais c'est important de créer du contenu et de trouver le type de contenu qui vous correspond. Je sais qu'il y a pas mal de mes étudiantes, anciennes étudiantes, qui se sont mises à la newsletter et qui envoient des newsletters genre chaque mois, et qui s'y tiennent parce que je suis inscrite à certaines newsletters et je vois que tous les mois ça sort, etc., etc. J'ai une autre ancienne étudiante qui s'est mise à faire des podcasts aussi, et pareil, elle est assez rigoureuse, elle sort ses épisodes toutes les semaines, et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet alors déjà de créer du contenu, ça permet de développer une compétence de créer régulièrement, ça fait marcher l'intellect aussi, et aussi le fait d'avoir une rigueur de poster toutes les semaines, ça permet de créer un élan et de développer sa communauté plus rapidement, de créer un rendez-vous comme je vous le disais. Puisque moi les épisodes de podcast c'est toutes les semaines, tous les mercredis matins. Alors j'ai pas toujours été rigoureuse sur la publication de mon podcast, mais c'était volontaire, j'avais conscience que ça ne rentrait pas dans les cases, mais au mois de septembre j'ai décidé je m'y mets et je poste toutes les semaines, et depuis ça fait 1 an du coup que je poste toutes les semaines, voilà, et ça fait 100 épisodes que je suis sur ce podcast. Voilà, donc c'était assez fou. J'étais un peu longue sur cette intro, mais je voulais un petit peu vous raconter l'histoire de ce podcast, du pourquoi, du comment, de sa genèse, de l'importance de la création de contenu et de ce que ça peut vous apporter aussi à vous, si vous décidez de vous y mettre, quel que soit le type de contenu que vous avez à créer. Maintenant, je vais vous partager, comme promis, les extraits des épisodes que vous avez préférés. C'est parti. Donc ma question, c'est pourquoi tu vends en collection ? Pourquoi tu as toujours décidé de vendre comme ça en collection plutôt que, tu sais, il y a plein d'artistes qui qui décident de faire une affiche, pof, et de la mettre comme ça en vente, ou faire une carte, et puis de temps en temps, quand ils ont des choses comme ça à proposer, les proposer à l'unité, voilà. Je t'avoue que j'y ai jamais tellement réfléchi. Ça me paraissait être ce qu'il fallait faire, tu vois. Moi, c'est plutôt le fait que je fais des thématiques de saison. Ça me paraissait assez logique de faire des collections qui sortent en début de saison.
En fait, c'était plutôt ça. Et je me verrais pas faire un article et le sortir comme ça tout seul. Je pense aussi que ça me permet de mutualiser mes efforts, tu vois, même au niveau backup, quoi, tu vois, de commandes de préparation de colis, de commandes de matériel pour faire les colis, de préparation du site, etc. Je pense que ça permet de tout mutualiser pour bien m'organiser en amont, pour que le jour J, je lance mon truc, après je fais bien la logistique et plutôt que d'avoir tout le temps des choses au fil de l'eau, où moi j'aurais l'impression de complètement m'éparpiller. Mais carrément, mais ça, justement, ça fait peut-être partie des bons réflexes, parce que moi, c'était vraiment pas une évidence pour moi, honnêtement. C'est vrai? Ah ouais, et je pense qu'il y a, pendant longtemps, moi, j'avais une boutique un petit peu sur le côté, et je faisais des trucs comme ça, pof, je faisais une illustration, puis je la sortais aussi parce que je suis très lente, donc si j'attendais de faire une collection, tu vois, j'en fais maintenant, mais Oui, tu le fais maintenant. Ouais, je le fais maintenant, parce que je trouve, je suis tout à fait d'accord avec ce truc de mutualiser ses efforts. À un moment, on fait de l'illustration, à un moment donné, on fait les différentes étapes, et c'est vrai que c'est vachement intéressant par rapport à ça. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la comment dire, la force de lancer en collection, c'était avec Emily J. Ford. C'est une américaine, et c'est vrai qu'elle en parlait, et du coup, cet exemple-là, plus le tien, et puis d'autres après, parce qu'il y en a plein maintenant qui font ça aussi. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais essayer aussi de lancer en collection. Effectivement, c'est plus intéressant en termes d'effort et en termes d'efficacité aussi, je trouve. Ouais, puis en termes même de com, ça te permet de vraiment faire une thématique et d'avoir un univers, tu vois, de développer un univers pour cette collection. Toi, tu le fais bien avec, tu vois, ton Noël victorien ou ton automne Dark Academia ou ce genre de choses. Ça te permet vraiment après de faire tout un univers graphique, photo, vidéo autour de ça aussi, quoi. Et si tu sors un produit par-ci par-là, c'est beaucoup plus dur, je trouve, de créer quelque chose autour. C'est ça, mais c'était surtout de ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que c'est vachement important, justement, tout ce qu'on crée autour, l'univers, etc. Donc, t'en avais parlé, je crois, dans une interview, et c'est vachement intéressant, cette idée de l'univers, etc., qu'on crée autour de ces créations, parce que la création toute seule, elle vit pas vraiment. Il faut un contexte, je pense. Sauf si tu t'appelles J.K. Rowling ou tu vois vraiment oui, tu exploses sur un produit, mais sinon c'est vrai que enfin moi en tout cas je suis plutôt partisane de ça. Ouais, puis moi c'est un sujet qui me passionne en plus, les collections, parce que je te dis, c'est pas un truc que j'ai toujours fait, et je trouve ça intéressant en fait, parce que du coup moi ça m'aide à justement plus développer mon univers. Qu'avant, je faisais une illustration, et parce que sur le moment j'étais inspirée par ça, mais après je passais à autre chose. Alors que maintenant je creuse plus, et du coup je pense que ça nous aide aussi à plus se connaître et connaître ses inspirations, et justement creuser pour développer tes dernières collections, je dirais que ces 2 dernières années, c'était vraiment identifiable, tu vois. Moi je me rappelle du thème de tes collections, alors que peut-être qu'une illustration toute seule m'aurait pas marqué, tu vois. Ok, alors maintenant on va passer à l'illustration de commande. Donc, l'illustration de commande, comme on l'a vu, c'est le principe de répondre à des commandes pour des clients, des marques, etc., des magazines, etc. Donc, alors l'avantage premier, c'est justement de travailler avec des marques, de travailler peut-être avec des marques qui nous font rêver, parce que tous les produits que vous utilisez au quotidien, ils ont besoin de communiquer en fait, donc potentiellement ça peut être des clients pour vous. Donc vraiment il y a un panel de clients potentiels dans la nature, j'ai envie de dire, qui est énorme, donc voilà, donc toutes les marques que vous aimez, que ce soit des marques alimentaires, que ce soit des marques dans la mode, que ce soit des marques de cosmétiques, des marques... des magazines aussi. Pour le coup, il y en a pour tous les goûts, parce que en fonction de chaque personne a des habitudes de consommation différentes. Et pour certains, vous aurez peut-être envie d'illustrer un packaging de boîte de thé, par exemple. Pour d'autres, vous aurez peut-être envie d'illustrer des illustrations pour des magazines de mode. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est le premier avantage, travailler avec des marques. Le deuxième avantage, c'est de gagner en visibilité. Parce que forcément, travailler avec des marques, c'est avoir accès à des clients qui ont un portefeuille, qui ont un budget, qui vont vous permettre d'être exposés de façon plus large que si vous aviez juste une boutique en ligne et que vous montriez vos dessins juste sur votre site internet. Là, le fait de travailler avec des clients pros, vous allez pouvoir gagner en visibilité.
Et qui dit gagner en visibilité dit potentielles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Parce que vous savez, c'est un petit peu le nerf de la guerre, la visibilité. La visibilité, à partir du moment où vous avez assez de visibilité sur le net, quel que soit votre niveau, vous trouverez du travail en fait. Quel que soit votre style, quelle que soit votre niche, je suis persuadée que vous trouverez du travail en fait. La visibilité, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment la chose la plus importante pour un illustrateur. Et bien sûr, il y a quelque chose de très gratifiant dans le fait de gagner en visibilité, dans le fait d'avoir ces illustrations sur des packaging, dans le commerce ou dans des magazines, etc. C'est que on peut le montrer à ses copains, à ses copines, à ses parents, qui puissent enfin comprendre ce qu'on fait comme métier, parce que même à ses grands-parents qui sont complètement paumés et qui se disent bon, je sais pas, elle dessine, elle travaille sur ordinateur, je comprends pas. Là, vous allez pouvoir leur montrer. C'est bête, hein, mais c'est moi je trouve ça gratifiant et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Ça c'était pour un des avantages de l'illustration de commande. Du coup, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'illustration de commande, pour le coup, ça vous permet de progresser hyper rapidement parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Chaque commande va être différente, chaque brief va être différent, et donc du coup, il va falloir s'adapter, vous réinventer pour proposer quelque chose de nouveau à vos clients. Et moi, je trouve ça hyper stimulant aussi. Même si j'adore dessiner pour moi, j'adore dessiner mes illustrations. Parfois, quand on dessine pour soi, on a tendance parfois à se poser trop de questions parce qu'on n'a pas, si vous voulez, on n'a personne pour nous donner une deadline, on n'a personne pour nous dire si ça c'est bien ou pas, il faut qu'on fasse nos choix nous-mêmes. Parfois, c'est compliqué, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a nos goûts, il y a l'impression de ce qu'il faut faire ou ce qui est à la mode en ce moment, etc. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui nous parasitent, si vous voulez. Alors que quand on travaille pour un client, on a une deadline, on nous dit ce qu'on doit faire et il faut y aller. Vous n'avez pas le choix. Vous avez votre bagage, ce que vous savez faire, ce que vous avez appris, ce que vous avez intégré comme technique, goût, style, etc. Et pof, il faut le mettre sur une feuille de papier ou sur un écran si vous dessinez de façon numérique. Donc cette méthode fake it until you make it, elle sert justement à contrer les doutes que votre client pourrait avoir en vous embauchant. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant des années, mais petit à petit, j'ai plus besoin de l'utiliser, si vous voulez, parce que j'ai gagné en confiance et surtout les clients qui venaient vers moi, comme je mettais souvent en avant les clients avec qui j'avais travaillé, ils le voyaient avant même de me contacter, donc en fait, j'avais pas besoin de les convaincre. En tout cas, j'en avais moins besoin, si vous voulez. Même si c'est quelque chose il faut toujours être professionnel, toujours avoir de l'aplomb un minimum, si vous voulez. Au fil du temps, c'est vrai, quand vous avez des illustrations à votre actif, de l'expérience aussi, c'est quelque chose que vous avez de moins en moins besoin de prouver. Et ça, c'est quand même un peu un soulagement, si vous voulez. Donc pour vous expliquer comment j'utilisais cette méthode, en quoi ça consistait concrètement, ça consistait dans le fait d'avoir réponse à tout. C'est-à-dire qu'on me posait une question, j'y répondais. En fait, je faisais comme si je savais parfaitement de quoi je parlais, alors qu'en fait, au fond de moi, j'étais morte de trouille. Alors bien sûr, je vous dis pas d'arriver les mains dans les poches, d'être complètement à l'arrache et de venir et de faire comme si vous gérez tout et que vous avez tout compris, etc. Non, ça c'est même pas envisageable en fait. Avant d'avoir un rendez-vous, que ce soit téléphonique, Zoom ou même physique, c'est impératif pour vous de vraiment relire plusieurs fois le brief, parce que croyez-moi, parfois on a l'impression d'avoir compris du premier coup, mais en fait en relisant les petits détails, on se rend compte que il y a un petit truc qui nous avait échappé, un petit détail qui fait qu'en fait la compréhension du brief est pas la même, et en fait c'est très important d'arriver devant votre client même en utilisant ces mots pour qu'il comprenne vraiment que vous avez parfaitement intégrer son besoin et que vous êtes complètement aligné avec sa demande en fait, que vous avez bien compris sa demande et que il y aura pas de doute possible, de confusion, etc. Donc c'est important de bien prendre en compte tous les éléments que vous a fournis votre client pour pouvoir établir son devis et pour pouvoir justement commencer cette phase de négociation. Mais c'est aussi important de faire la liste des questions que vous avez, parce que forcément, c'est pas tout, on n'a pas la science infuse, et si vous avez des questions, il faut quand même les poser, vous voyez. Mais ce que je vous conseille, c'est en préparant votre brief, en préparant ce premier rendez-vous, si vous voulez, de prise de contact pour pouvoir commencer le projet sur des bases solides, c'est de
tout passer en revue, établir une liste de toutes les choses dont vous avez besoin pour leur donner une seule fois, si vous voulez, cette liste de questions. Parce que avoir des questions, c'est tout à fait normal. Au contraire, le client préfère que vous posiez des questions plutôt que « Ok, c'est bon, j'ai tout compris » et que « Hein, t'as tout compris? T'es sûr ?» C'est pas possible en fait. Donc autant votre client il sera content que vous lui posiez des questions en amont, ça prouve que vous êtes vraiment que vous avez compris le brief, que vous vous intéressez, que vous avez vraiment envie de faire du bon travail. Autant par contre, ce qui peut faire amateur si vous voulez et ce qui peut agacer votre client, c'est si vous revenez vers lui tous les 4 matins pour dire « Ah ben en fait, je voulais déjà une question et puis une autre question, puis une autre question ». Ça par contre, ça va vraiment démontrer que vous êtes peut-être pas très bien préparé, vous êtes pas forcément pro, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir mettre dans votre feed Instagram si vous avez envie de faire de l'illustration de commande? Alors, le feed, dans tous les cas, c'est vraiment la première chose qu'un client va voir une fois qu'il sera arrivé sur votre compte Instagram. Donc, il faut que du premier coup d'œil, il puisse avoir un aperçu rapide de votre travail, de votre univers, de ce que vous souhaitez véhiculer, donc, et un style vraiment clairement identifié. Votre feed du premier coup d'œil, il doit apparaître comme un mini portfolio. Donc vous pouvez y mettre des illustrations, des photos de magazines, des illustrations en situation, des projets en situation. Alors bien entendu, quand vous démarrez, vous en aurez pas forcément, mais vous pouvez créer quelques faux projets. Alors je dis bien quelques parce que si c'est que des faux projets, ça va paraître un peu fake, mais vous pouvez en mettre 1 ou 2 par-ci par-là, histoire de permettre à vos clients de se projeter. Vous pouvez mettre des illustrations donc plein pot, c'est-à-dire des illustrations sans le bord de la feuille, etc. Vraiment des illustrations plein pot. Des zooms, des illustrations donc en situation comme je vous disais. Vous pouvez mettre donc des projets pro s'ils sont adaptés à votre cible. Je vous recommande pas par exemple de mettre des projets anciens qui correspondent plus forcément à ce que vous faites aujourd'hui ou qui correspondent plus forcément à ce que vous avez envie de faire comme projet à l'avenir. De manière générale, votre feed quand vous voulez faire de l'illustration de commande, il faut qu'il soit quand même homogène, c'est-à-dire que on reconnaisse vraiment d'un post à l'autre que c'est la même personne qui a posté, qui a dessiné, etc. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien avec les algorithmes Instagram, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les algorithmes ils privilégient vraiment un contenu qui varie pas trop, un contenu qui est vraiment familier pour votre audience. Puisque vous avez peut-être remarqué que quand vous likez un contenu ou que vous commentez un contenu, une photo ou autre, vous pouvez être sûr que dans les jours qui viennent, les algorithmes d'Instagram vont systématiquement mettre en avant dans votre fil d'actu les publications de cette même personne qui sont similaires à ce que vous avez pu liker ou commenter. Vous remarquerez que je vous conseille pas, dans le cadre de l'illustration de commande, de mettre forcément des photos lifestyle. Pourquoi? Parce que les clients pros, notamment, sont pas forcément très intéressés de savoir qui vous êtes vraiment. Alors, par contre, je pense que c'est quand même important de mettre un petit peu en avant sa personnalité, histoire de briser la glace. Dans les stories, par exemple, où vous allez notamment partager des contenus du quotidien, on va peut-être voir votre visage, on va peut-être entendre votre voix, et ça, je trouve que c'est important pour briser la glace et que vous soyez plus accessible. Mais dans votre feed, je vous encourage à garder un feed focus sur l'illustration. Donc si je devais résumer ça, pour faire un feed d'illustrateur de commande, il faut faire un feed portfolio, tout simplement. Je pense que ça pourrait intéresser les gens qui vont nous écouter que tu nous racontes un peu tes débuts, tes galères, éventuellement, savoir un petit peu comment tu t'es fait connaître, tout ça. Alors, mes débuts, du coup, comme j'étais au départ salariée et en même temps j'étais à mon compte, ça m'a permis d'avoir quelques expériences qui m'ont un peu forgée. Et puis, ça m'a permis aussi de pas me jeter directement dans le vide. Et après, quand je me suis mise à mon compte, en effet, j'ai démissionné, donc j'avais aucun revenu. J'avais à cette époque-là lancé une grosse phase de prospection. Du coup, j'ai envoyé mon portfolio à toutes les agences de com, pas les marques, mais les agences de com. Et puis petit à petit, ça a un peu pris. Et voilà. Et donc après, je me suis fait aussi connaître sur les réseaux sociaux, donc ça m'a pas mal aidé. Sur LinkedIn énormément, même si aujourd'hui je trouve que ça a quand même un peu changé, comme Instagram, tout bouge tout le temps, donc voilà. Les algorithmes font un peu notre business malheureusement. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que je peux te dire sur mon parcours, comment j'ai commencé? Voilà, après j'ai eu des belles opportunités qui sont tombées, donc le petit Robert par exemple, ça c'est un miracle, ça m'est tombé dessus comme ça.
Ils ont trouvé un de mes dessins sur Google et puis donc ils m'ont contacté et après voilà, il suffit qu'on ait 2-3 belles expériences à mettre dans le portfolio, ça donne aussi de la crédibilité à notre savoir-faire. Et voilà, et après de fil en aiguille, ça se fait. Il faut avoir aussi une bonne étoile et confiance en soi, je pense. Voilà, c'est un tout. Hein. Mais tu vois ce que tu dis, c'est important de dire, de mettre en avant justement les projets, de les mettre dans son portfolio. Parce que pour les illustrateurs qui n'ont pas de portfolio justement, qui n'ont que Instagram, justement, on peut pas le mettre en avant justement, tu vois, ces projets. Enfin, c'est plus compliqué, quoi, parce que ça va se perdre dans un feed Instagram, par exemple, alors qu'un portfolio, on le voit tout de suite, quoi. Et on peut le mettre en avant pour qu'on le voit bien et tout. Oui. Puis dans le portfolio, on peut vraiment mettre plusieurs photos, expliquer le travail, renvoyer vers le client, etc. Puis mettre des témoignages. Enfin, tout ça, c'est vrai que ça rassure le client. Hein. Clairement, une page Instagram, c'est bien, mais moi, je m'en sers pour mes créations personnelles essentiellement. Je partage rarement des projets sur mon compte Instagram. Ah oui. Voilà, c'est vraiment ponctuel quand j'ai vraiment des projets coup de cœur et que j'ai envie de les mettre sur mon compte perso parce qu'ils me ressemblent. Mais parfois, c'est vrai que les projets ne nous ressemblent pas forcément si on s'adapte au client. Donc à ce moment-là, je les laisse sur mon site, mais pas forcément sur ma page Insta. Une question qui me vient en fait, alors c'est un peu une question bateau, mais est-ce que quel est ton parcours au niveau scolaire? Est-ce que tu as fait une école spéciale où tu as pu apprendre toutes ces techniques-là, ou c'est quelque chose avec lequel tu es plutôt autodidacte? Alors moi, j'ai pas fait de parcours artistique au sens académique du terme. J'ai eu un parcours littéraire, complètement littéraire, très classique. Hippocagne, Cagne, voilà, j'étais destinée plutôt à être à faire une thèse. Finalement, j'ai dit non, mais je suis quand même devenue professeure des écoles pendant quelques années. Et puis non, en fait, c'était ancré dès le départ que c'était un petit peu une mauvaise voie pour moi. Donc la création, elle a toujours été sur le bas-côté de la route dans mon parcours, dans mes loisirs. J'ai pris des cours du soir également aux Beaux-Arts, mais vraiment sur mon temps libre. Et, oui, ça m'a rattrapé, finalement, ça m'a rattrapé tout ça. C'était là, mais c'était pas quelque chose peut-être qui me semblait suffisamment tangible ou suffisamment fort pour que je m'y accroche, ou en tout cas au-delà de mes loisirs. Et puis en fait, je pense comme beaucoup de personnes, il arrive un moment où il y a cette petite voix qu'on n'a pas voulu entendre et que finalement elle se fait plus forte. Et puis on se résigne à l'écouter. Et notamment, ce que je répète souvent auprès de mes étudiants, c'est que ces sentiments négatifs, ces craintes, ces doutes, ces sentiments de pas être à la hauteur, etc., ils sont un petit peu inévitables, si vous voulez, surtout quand on débute, mais qu'une façon de faire taire ces craintes, c'est notamment en se formant, en étant dans l'action, parce que par exemple, si vous avez l'impression de ne pas avoir le niveau en dessin, rien de tel que la pratique pour évoluer, pour progresser et pour gagner en confiance. La confiance, elle naît de l'action. Et de la même façon, si vous ne savez pas comment vous vendre, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre. C'est pas quelque chose d'inné. Il n'y a pas des gens qui naissent avec la fibre commerciale et d'autres, ils y arriveront pas et fin de l'histoire, ils y arriveront jamais. C'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne savent pas faire, qui ont l'impression aussi qu'ils vont se corrompre en apprenant à se vendre, ils ont deux choix en fait dans la vie. Soit ils décident de se former, de passer au-dessus de leurs croyances limitantes, soit ils décident de dire non, c'est pas pour moi, je m'en lave les mains et du coup je vais faire à ma sauce. Il y a deux cas de figure. Mais si vous décidez de vous dire ok, je ne sais pas, mais je suis ok pour apprendre et m'améliorer, vous allez apprendre et vous allez vous améliorer, c'est inévitable. Passer par la case débutant, c'est inévitable. Mais l'apprentissage, la progression, c'est aussi inévitable quand on travaille, quand on est dans l'action. Par ailleurs, là je m'adresse surtout à des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, parce que c'est quand même quelque chose que je vois beaucoup dans ma communauté, mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont très conscience de leur capacité en dessin, dans leur savoir-faire, etc. Et c'est tant mieux pour vous, franchement, parce que vous avez déjà franchi de grosses barrières. Déjà, si vous êtes bon, il faut pas avoir honte de le dire. Mais si c'est votre cas, vous pouvez quand même
peut-être avoir cette peur de la compétition, parce que c'est quand même inévitable, quel que soit le niveau d'un illustrateur, il y a toujours des concurrents auxquels on est toujours tenté de se comparer, et ça c'est quelque chose qui est pas facile au début quand on se lance, mais qui est pas facile au milieu ni à la fin si vous voulez. La concurrence, la compétition, c'est quelque chose qui est toujours difficile, mais avec lequel il faut apprendre à vivre aussi. Il y a quelque chose aussi qui peut être très paralysant pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'illustration, c'est toutes les idées reçues qu'on a reçues depuis qu'on est né quasiment au sujet des métiers artistiques. On est dans une société où on nous conditionne depuis notre naissance avec l'idée que être un artiste, c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre du passe-temps, de l'hobby si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à déconstruire en fait, quand le jour où on se décide à se lancer, à en faire une carrière en fait. Mais moi justement j'ai envie de vous aider à briser toutes ces barrières qui vous empêchent de suivre la voie que vous auriez peut-être suivie naturellement si justement il n'y avait pas tout ce conditionnement, ces idées reçues, etc. Ok, alors maintenant qu'on a parlé des inconvénients, qu'on connaissait quand même pas mal, mais bon fallait quand même en parler, on va parler des avantages. Alors quels sont les avantages à se lancer dans l'illustration? Il y en a plein. Le premier, c'est tout simplement d'être enthousiaste et impatient à l'idée de vous lever le matin pour pouvoir travailler. Est-ce que, si vous êtes salarié, est-ce qu'aujourd'hui vous avez ce truc de « Ah, j'ai trop hâte de me remettre à travailler sur mon projet, je suis pas pressée d'être en vacances parce que j'en ai pas besoin, j'en ressens pas le besoin, etc. » Je vais pas entendre vos réponses évidemment, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, la réponse doit être non. Je pense que quand on est salarié, même si on adore son travail, on attend quand même les vacances, on attend quand même les week-ends. Voilà, j'ai plusieurs copines qui sont salariées et en général, dès le début de l'année, connaissent les ponts, etc. Donc, alors que moi, vous voyez, par exemple, je travaille même pendant les ponts, etc. Bon, c'est aussi parce que j'ai toujours peur de pas d'être en retard dans mes projets, mais c'est quelque chose, voilà, que je ressens pas forcément le besoin, si vous voulez. Il y a des moments, effectivement, comme là en ce moment, j'ai lancé mon membership éclairé il y a quelques jours, les portes se sont fermées il y a quelques jours, donc si vous voulez, là, je vais prendre les vacances la semaine prochaine, c'est les premières vacances de l'année, et ça va me faire du bien. Mais autrement, honnêtement, je ressens pas ce besoin de couper, etc. Bon, alors après, chacun est différent, bien sûr, par rapport à ça. Mais quand même, s'il y a un avantage qui est pas négligeable, en fait, dans le fait de se lancer dans l'illustration, en fait, de se lancer dans une carrière artistique qui nous passionne, tout simplement, c'est quand même celui-ci. C'est le fait de travailler avec son cœur, de travailler avec passion, et de pas voir le temps passer, et surtout d'avoir vraiment l'impression d'être aligné avec ce qu'on fait, quoi. Ok, pour terminer cet épisode, j'avais promis de vous répondre à quelques-unes de vos questions, donc c'est parti. Première question, comment faire quand on a l'impression d'avoir un style basique, au contraire d'avoir l'impression de ne pas assez se démarquer? Alors la première chose à dire par rapport à ça, c'est que déjà le style ça évolue toute sa vie. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir un style qui est trop basique ou que vous vous démarquez pas assez, c'est peut-être parce que justement vous l'avez pas encore assez déployé votre style et qu'il faut encore travailler. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'avoir un outil de prédilection. Même si on peut sur le côté pour ses explorations personnelles avoir utiliser et explorer plein d'outils. Je pense que quand on veut développer son style pour créer un portfolio, c'est important de se focus sur un outil en particulier pour essayer de développer une certaine compétence en fait avec cet outil. Par exemple, si c'est le crayon de papier, plus vous allez dessiner avec cet outil, plus vous allez développer une aisance. Et ensuite, une fois que vous allez être à l'aise avec un outil, c'est là où en fait votre style il va émerger, puisque vous aurez plus la contrainte de l'outil, donc vous allez pouvoir naturellement faire ressortir votre personnalité entre guillemets. Bon, ça c'est la première chose. Le fait d'avoir un processus aussi. Moi, je vous ai déjà partagé ça dans une vidéo YouTube, mon process, ma petite tambouille comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a sa petite tambouille. En tout cas, tous les illustrateurs qui ont pas mal créé d'illustrations ont au fur et à mesure, au fil du temps, trouvé un process qui leur convient, une tambouille, voilà. Et moi, par exemple, je fais des photomontages sur Photoshop, ensuite je dessine au crayon, ensuite je scanne, je crée aussi des textures d'aquarelle, des taches, plein de trucs un peu cracra parce que j'aime bien la texture. Je rajoute ça dans mon illustration et je finis par coloriser le tout et homogénéiser le tout pour faire une illustration dans Photoshop. Voilà, bon, bref, je vous fais un résumé, mais en gros, c'est ça. L'autre jour, je discutais avec Clotilde Boucard, donc une de mes anciennes étudiantes d'illustration d'atelier,
Et m'expliquait, en fait, je pensais pas, mais elle fait de l'aquarelle. Mais elle a aussi un process hyper particulier où elle commence à l'aquarelle, mais ensuite elle scanne, et puis elle fait des petits bouts sur Procreate, et enfin bref, je me souviens plus, et je voudrais pas dénaturer ce qu'elle m'a dit, mais je me suis dit, ah mais toi aussi du coup, t'as ta façon de faire précise. Et ça aussi, la tambouille, la façon de faire, c'est ça aussi qui va faire que vous allez avoir une patte différente des autres, quoi. Et ça, je pense que c'est important, ça vient avec la pratique, d'avoir vraiment sa façon de faire, son process, etc. Ensuite, il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte quand même, je pense, c'est le fait de bien se connaître. Surtout quand on vient par exemple, si on a été salarié dans un domaine complètement différent, qu'on n'a jamais trop eu l'occasion de développer sa créativité, c'est difficile de savoir ce qu'on aime, de savoir comment se démarquer, etc. Et je pense que c'est important de prendre ce temps-là d'explorer entre guillemets sa créativité, d'explorer ses inspirations, ce qui nous attire, ce qui nous plaît, en regardant ce qui se fait chez les autres, ce qui se fait à droite à gauche, sur Pinterest, etc. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est important à faire pour développer son style. Ça fait partie, je pense, des étapes importantes. Mais la pratique, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour se démarquer. Deuxième question. Comment trouver des clients qui pourraient être intéressés par notre style? Donc toujours un peu dans la même idée du style. Moi j'ai envie de retourner la question parce que plutôt que de se demander qui pourrait être intéressé par notre style, je pense que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que c'est pas au client en fait de se projeter dans votre travail, c'est à vous de réfléchir à ce que vous voulez faire. Ensuite, de vous positionner pour dire, bah voilà, moi je suis cette illustratrice qui veut faire ça, qui est spécialisée là-dedans, donc vraiment développer pas une expertise, en fait, vous positionnez, par exemple, vous voulez faire de l'illustration de packaging, bah mettez des illustrations de packaging dans votre book. Vous voyez, en fait, il faut aider les clients à se projeter, et si vous montrez aux clients quelque chose, et ben ils vont pouvoir se projeter là-dedans. Je dis pas certains vont pouvoir se projeter dans autre chose, ils vont voir vos illustrations de packaging et vont se dire ah bah tiens je verrais bien je sais pas moi un calendrier, enfin n'importe quoi. C'est possible, mais en général il faut aider les clients à se projeter parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de vous démarquer dans un milieu saturé, c'est de prendre les clients par la main un petit peu et de leur montrer un petit peu comment travailler avec vous, quoi. Si vous-même vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas au client en fait de se projeter en fait dans votre travail. Un beau portfolio, c'est-à-dire des belles illustrations, une belle collection d'illustrations, si elle est pas elle est pas potentiellement ciblée par rapport à un type de projet, le client il va voir votre travail, il va faire c'est joli, mais j'arrive pas à voir ce que je peux en faire. Et moi je sais que j'avais ce problème-là quand j'ai débuté. Et du coup, il a fallu que je me positionne un petit peu. Moi, j'ai choisi de me positionner dans l'illustration de mode et beauté. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a ouvert des portes parce que j'ai compris que mon style s'y prêtait bien, que c'était aussi un univers que j'aimais bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir des portes et décoller, quoi, si vous voulez. Mais ça m'a pas empêché de faire des illustrations qui étaient pas toujours dans la mode et la beauté. J'ai fait des illustrations un peu mignonnes, un peu ado, etc. J'ai fait plein de choses, mais de base j'avais ma niche qui était mode et beauté, et du coup ça m'a permis de me positionner et de trouver mes premiers clients, quoi, si vous voulez. Troisième question, comment réagir quand le client sous-évalue tes prestations, spécifiquement quand on s'ajoute à la prestation des frais de voyage? Donc ça, j'imagine que c'est une question qui fait référence à des événements en direct. Par exemple, si on fait des illustrations en live durant une soirée ou des choses comme ça. Alors, la première chose que j'ai envie de répondre à ça, c'est que c'est important de faire un devis détaillé, de bien discuter des différentes conditions du travail, du projet. Et ensuite de faire un devis détaillé qui comprend donc les frais de voyage s'il y en a, le temps que tu vas passer sur place, est-ce que les outils, genre le papier, est-ce qu'il est fourni ou pas, enfin tu vois, tout ça c'est important de bien le déterminer à l'avance, donc pour faire avoir tous les pôles en fait dans ton devis, se mettre d'accord sur un budget dès le départ. Et ensuite, au niveau de la négociation, si le prix que ton client t'annonce n'est pas assez élevé, et ensuite au niveau de la négociation, l'idée c'est de se montrer flexible dans la mesure du possible et dans la mesure du raisonnable surtout. Ensuite, si le projet n'est pas rentable après avoir vraiment pesé le pour et le contre en fonction des frais, etc. Bon, c'est pas l'idéal s'il est pas rentable, mais dans ce cas-là, vous avez deux options. Soit vous dites non, c'est mort, ça voilà, je vais pas faire un projet à perte
mais ça, voilà. Ou la deuxième option, c'est d'amener une copine avec vous et de dire, ok, là, je vais pas gagner d'argent. Par contre, cet événement, je vais l'immortaliser en fait en documentant, en prenant des photos, des vidéos à fond que vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux pour avoir de la matière et puis pour pouvoir, c'est ce qu'on appelle des preuves sociales, montrer que vous avez participé à un événement et montrer aux futurs clients, aux clients potentiels pour qui vous pourriez faire ce genre de prestation que vous êtes disponible pour ce genre de prestation. Voilà. Donc vous avez deux options, à vous de choisir, mais de manière générale, c'est pas non plus toujours une mauvaise idée de travailler gratuitement, surtout quand on débute, mais il faut en retirer quelque chose. Travailler gratuitement juste pour faire plaisir aux clients, non. Par contre, si vous pouvez en retirer quelque chose, une preuve sociale ou une expérience ou voilà, quelque chose pour vous, pour la suite, c'est intéressant. Par contre, le faites pas si vous avez déjà de l'expérience en la matière. Si vous avez déjà fait plein d'événements en live et que là, aujourd'hui, je sais pas, Dior vous contacte mais qu'ils ont pas de budget, même si c'est Dior, voilà, voyez, à vous de réfléchir encore une fois. C'est vrai qu'après vous pourrez mettre Dior sur votre CV, c'est toujours intéressant, mais bon, à vous de peser le pour et le contre. Quatrième question, j'aimerais en savoir plus sur les démarches administratives pour créer son statut. Alors, j'imagine que c'est pour l'illustration, donc on va partir de l'illustration. Alors les deux statuts les plus répandus chez les illustrateurs, c'est le statut d'artiste-auteur et le statut de micro-entrepreneur. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais moi personnellement je conseille souvent de prendre le statut d'artiste-auteur parce qu'aujourd'hui c'est ce qui y a de plus avantageux en termes de charges et de protection sociale. En fait, en gros, le statut d'artiste-auteur, il est hyper intéressant si vos activités sont éligibles sous ce statut parce que on peut pas faire n'importe quoi en fait avec ce statut. Il y a certaines activités qui sont éligibles et d'autres non. Par exemple, si vous êtes illustrateur ou illustratrice et que vous voulez faire des commandes pour des clients, ça c'est bon. Si vous voulez avoir une boutique en ligne et vendre vos produits, c'est ok depuis la nouvelle réforme. Si vous voulez vendre des produits numériques, par contre, non, ça ne rentre pas dedans. Par contre, si vous voulez faire des expos, vendre vos dessins originaux, ça c'est ok. Donc voilà, c'est assez large quand même le statut d'artiste-auteur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, on a de la chance que le statut soit élargi en termes d'activités éligibles. Donc franchement, à moins d'avoir déjà une activité en route qui est différente et qui rentre pas dans ces activités-là, dans les activités éligibles par le statut en tout cas, moi je vous conseille le statut d'artiste-auteur quoi. Une petite précision pour le graphisme parce que y en a qui disent ah mais c'est pas éligible au statut d'artiste-auteur, ah bah c'est éligible. En fait, il y a une petite nuance. Tout ce qui est mise en page, tout ce qui est technique, on va dire, tout ce qui est un travail de technicien, d'exécution, on va dire, ça rentre pas dans le statut. Par contre, tout ce qui est création de logo et de manière générale, tout ce qui est création graphique, ça rentre dans le statut. Voilà. Et enfin, la cinquième question, comment démarcher, comment trouver les bons contacts et pas une adresse qui ne répondra pas et quelle leur envoyer comme contenu pour les convaincre. Alors, à cette question, j'avais quand même envie de répondre que, premièrement, il n'y a pas d'adresse magique, il n'y a pas de façon de prospecter magique qui va faire que, hop, on va vous répondre, hop, vous allez avoir du travail et hop, ça va fonctionner. En fait, moi, la prospection, je vois ça comme ça. Déjà, c'est pas magique. Premièrement, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut se dire. Moi, je vois ça comme le fait de planter des graines et du coup, les graines, vous savez, ça, une fois qu'elles sont plantées, advienne que pourra. Soit ça prend, soit ça prend pas, soit ça prend demain, dans 6 mois, dans 1 an, on sait pas. Des fois, ça va chez le voisin et puis ça fleurit à côté. Enfin bref. J'aime bien cette image-là parce que c'est vrai que ça peut arriver que ça rebondisse comme ça, vous envoyez un mail à un client et puis en fait, je sais pas, il va partager votre truc et puis bref, ça peut revenir comme ça, on sait jamais trop comment. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de prospection magique. C'est pas parce que vous voulez travailler avec un client que en le prospectant, pof, ça va marcher. Par contre, on peut toujours essayer, bien entendu. Et la façon de mettre, le plus de chance de votre côté, c'est de faire un pitch. C'est-à-dire de faire une proposition de projet ciblé à la marque ou à magazine, enfin peu importe que vous visez. C'est-à-dire proposer quelque chose de personnalisé. Déjà une sorte de projet clé en main, quoi, si vous voulez. De façon à indiquer à la marque que vous connaissez un petit peu son histoire, vous êtes un peu renseigné, donc ça flatte l'ego de la marque, en tout cas du DA, quoi, si vous voulez, et ça met toutes les chances de votre côté, mais ça veut pas dire pour autant que ça va marcher, quoi. Parce que s'ils ont pas besoin d'illustration à ce moment-là, si vous correspondez pas, etc., ça va encore pas fonctionner. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la prospection, ça a le mérite de mettre votre travail au devant de personnes qui ne l'auraient jamais vu et au devant de clients potentiels.
ça fait son chemin et en fait c'est à vous justement de faire ce travail-là, de faire circuler votre travail de toutes les manières possibles et je trouve que la prospection c'est une bonne façon de le faire. Votre travail circule, il va de main en main, etc. Il va peut-être à la poubelle hein, aussi, on va pas se mentir, mais en tout cas il est vu par des personnes, etc. Il fait sa vie quoi. Et ça c'est hyper important. Maintenant pour trouver des contacts, vous avez plusieurs options pour ça. Vous avez notamment l'extension Hunter, qui est une extension que vous allez pouvoir rajouter sur votre navigateur Chrome ou enfin moi j'utilise Chrome mais je crois que ça marche peut-être sur d'autres navigateurs, mais Hunter c'est une application qui va permettre d'aspirer les adresses mail sur un site internet. Et donc ça peut vous permettre de trouver des contacts. Il y a aussi LinkedIn, hein, vous pouvez toujours avoir accès aux personnes qui travaillent dans une entreprise via LinkedIn. Et vous avez toujours la technique de la structure du mail, c'est-à-dire que si la structure du mail d'une compagnie est nom, prénom, nom de la compagnie.com, et ben du coup, si vous arrivez à avoir le nom et le prénom du DA, de la directrice artistique ou du directeur artistique, du coup, je sais pas, par exemple, elle s'appelle Julie Boyer, vous saurez que ça sera, son adresse, ça sera julieboyer@nomdelentreprise.com, vous voyez? Bon, ça, c'est une petite astuce, ça ne marche pas à tous les coups, mais en fait, tous les moyens sont permis. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut tout donner, il y a que vous qui pouvez vous battre pour votre travail, donc ne lâchez rien, même si vous savez pas ce que vous faites, même si c'est un peu le bazar, c'est un peu, tout n'est pas parfait, votre portfolio n'est peut-être pas parfait, vous savez peut-être pas ce que vous avez envie de faire, vous savez peut-être pas comment vous allez le faire, mais vous avancez en fait, et c'est le plus important. Avancer pas à pas, c'est le meilleur moyen d'arriver à vos fins et d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de faire un épisode un petit peu différent d'habitude. J'espère qu'il vous aura été utile, j'ai essayé de faire en sorte de vous apporter quand même de la valeur dans cet épisode un peu spécial. Écoutez, merci de l'avoir écouté. Ce que j'avais envie de vous dire pour terminer cet épisode, c'est que je suis très reconnaissante de savoir que chaque semaine vous écoutez mon épisode de la semaine et que ça fait bizarre. Parce qu'encore une fois, on est très solo quand on crée ces contenus et que j'ai bien conscience que vous avez plein d'options qui s'offrent à vous sur le net. Donc vraiment, je suis très reconnaissante que vous écoutiez mon podcast. Il y a quelques jours, je discutais avec une auditrice sur Instagram qui me disait, alors elle habite en Angleterre, elle a des termes anglais, elle me disait je suis une creature of habit, c'est-à-dire une créature d'habitude. Et elle me disait quand j'ai trouvé quelqu'un, en l'occurrence elle avait trouvé mon podcast, et c'est bon, j'adhère et je change pas, et du coup ça me va droit au cœur, surtout que moi je suis un peu comme ça aussi. J'ai 2-3 podcasts que j'écoute en boucle et que j'écoute tout le temps et d'autres pas. Enfin voilà, je pense que c'est important aussi pour pas avoir trop d'informations contradictoires. Mais bref, merci en tout cas pour votre écoute, votre fidélité. Certains sont là depuis des années puisque je suis plutôt jeune. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'illustration de podcast. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.